Bonjour à tous, vous êtes au village des associations de la Marche des Fiertés 2026. Nous sommes Radio Localities et cette émission sera également diffusée sur Radio Montpaïs à la fin du mois. On vous souhaite la bienvenue évidemment sur le village, la bienvenue pour ce bel événement organisé par un certain Benjamin, entre autres, qui va prendre la parole avec nous pour ouvrir cette matinée. Et on vous souhaite à tous la bienvenue. Et oui, bienvenue à tous donc, sur ce village de la 31e Marche des Fiertés de Toulouse. Bon, on peut dire que l'ambiance est conviviale. Il y a les stands qui s'emplissent progressivement, ça claque la bise, ça se prend dans les bras. Ça se réjouit de se retrouver après, après un an, après la dernière marche, voilà. Donc, un plateau radio qui vous est proposé donc par Radio Localities et Radio Montpaïs. Un plateau en 3 séquences, avec un plateau consacré à l'actu nationale, internationale, au médico-social. Et enfin, une séquence intitulée « Les fiertés hors les métropoles », autrement dit, les marches des fiertés hors Toulouse et Montpellier. Mais commençons par le commencement avec donc Benjamin, président de Pride Toulouse. Salut Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, bravo. Ouais. Voilà, donc merci donc de nous accueillir une fois encore donc sur cette marche des fiertés. Donc une première question qui peut paraître triviale mais pas tant que ça, elle concerne l'affiche de cette année. On se rappelle de celle de l'année dernière où c'était la liberté guidant la Pride, donc une reprise donc du tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Cette année, un visuel psychédélique, voilà, on a l'impression de regarder, je sais pas, par exemple la pochette d'un vinyle des années 70, c'est très coloré, et un choix, un slogan plus sobre, à savoir aimer librement, marcher librement. Est-ce que ce choix visuel et ce slogan, ça a été le résultat de nombreux débats ? Alors oui, c'est toujours l'objet de nombreux débats puisque, je le rappelle, l'affiche et le slogan sont votés par notre collectif associatif, donc une trentaine d'associations qui doivent discuter, échanger. On a eu aussi beaucoup de propositions artistiques puisqu'on fait appel pour l'affiche à un concours, donc on fait appel à la volonté de chacun et chacun peut proposer des projets. Donc on a eu des projets très divers. Et c'est celui de Julie qui est sorti gagnant, donc Julie Jean-Jean bien sûr. Très, très beau projet en tout cas, qui est en rupture totale par rapport à l'année dernière, où on avait fait un gros travail. Et Julie a fait un très beau travail, très graphique, très plaisant et qui a conquis l'ensemble des associations et l'ensemble du public, je dirais, parce qu'on a eu de très très bons retours sur les réseaux sociaux, sur la campagne d'affichage qui a eu lieu dans la ville de Toulouse. Donc vraiment une très belle affiche pour cette édition 2026. Donc on est de retour encore une fois en 2026. Alors on a un peu la sensation que c'est un peu comme les Restos du Cœur. Par moments on aimerait ne plus avoir besoin d'être de retour finalement et de se dire que tout ça est derrière nous. En 2026, quelles sont les problématiques persistantes sur lesquelles il va encore falloir travailler au niveau de la communauté LGBTQIA+. Alors oui, effectivement, on aimerait éviter de se retrouver chaque année pour annoncer que les chiffres de l'homophobie, la transphobie, la biphobie ont encore augmenté, que le contexte politique actuel, il est quand même assez tendu avec, on va dire, des discours qui se libéralisent dans leurs propos, clairement homophobes, ou biphobes ou transphobes. Je dirais qu'aujourd'hui, on change de dimension. On bascule progressivement d'un état où on était là pour revendiquer des droits nouveaux. Alors on continue à le faire, mais en fait maintenant on se rend compte qu'on est plus là pour aussi maintenir nos droits tels qu'ils sont, tels qu'on les a acquéris ces dernières années. Et il suffit de regarder un peu ce qui se passe à l'international, on va dire « Ah oui, mais l'international, c'est pas la France. » Oui, mais ce qui se passe à l'international a forcément un impact en France. Et il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis. On peut très bien trouver des pays plus proches de nous, l'Italie, la Hongrie, la Pologne. Alors la Hongrie est sortie de ce conservatisme exacerbé de Viktor Orban, mais on voit bien que quand on a touché à tout ça, au système démocratique, au système des droits aussi pour les personnes LGBTQAP+, reprendre tout ça, ça prend du temps et c'est ça que l'histoire doit nous enseigner, c'est de dire que demain on n'est pas à l'abri qu'on revienne en arrière
sur certaines choses, notamment sur la transidentité. Et même sur d'autres choses comme l'adoption, où on dit oui, mais c'est acquis. Non, en fait, c'est pas acquis, et on l'entend dans les discours. On a des médias qui portent des discours clairement homophobes, ou biphobes, ou peu importe, mais vraiment des discours libéralisés, où en fait on a l'impression que on a le droit d'être homophobe. Finalement, j'ai le droit de dire que j'aime pas les homosexuels, ou les gays, ou les lesbiennes. Sauf que non, en fait, l'homophobie est toujours intelli, on le rappelle, sauf qu'on a tendance un peu à l'oublier. Donc le message qu'il faudrait surtout passer, c'est de se dire qu'il faut rester éveillé, peut-être se réveiller, mais en tout cas se maintenir éveillé. Et il y a des échéances électorales très proches. Il faudra être vigilant, il faudra être toujours présent, et il faudra qu'on se réunisse à travers des événements comme celui d'aujourd'hui, à travers des marches revendicatives, des marches festives aussi, mais il ne faut pas oublier que rien n'est gravé dans le marbre. Et du coup, on sera présent l'année prochaine aussi, de toute évidence. Et donc, on fêtera les 50 ans de la première marche des fiertés en France l'an prochain. Est-ce que vous avez des projets pour Toulouse l'an prochain pour fêter ça dignement ? Alors, écoutez-moi bien. Je suis actuellement en train d'organiser la 31e édition. Je n'ai même pas le temps de penser à l'édition de l'année prochaine. Laissons cette journée se terminer. Après, on reparlera du futur. Cette journée, elle va être longue. On a déjà une belle programmation cette année, avec une très belle surprise en fin de journée, en début de soirée. Donc, on en reparle dans un an, si vous voulez. D'accord. Dans quelques mois, mais petit peu avant. Un petit peu avant, si vous voulez. C'est noté. Merci beaucoup, Benjamin Douglas, donc président de Pride de Toulouse. Merci beaucoup. Et on va accueillir tout de suite les invités de notre prochain plateau. Sur les actualités nationales et internationales, donc le barreau des avocats de Toulouse, la FSU 31 et l'UNSA qui nous rejoignent. Et Atto. Voilà, donc bienvenue à tous. Donc, on rappelle donc les entités donc présentes, l'Ordre des avocats de Toulouse. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, Sophie Michelco, avocat, barreau de Toulouse. La FSU 31. Bonjour, Alexandra Nougared, co-secrétaire de la FSU 31. Sa confrère, donc de l'UNSA. Consoeur, du coup. Consoeur, pardon. Oui, Lucille Joujou pour l'UNSA Éducation. Très bien. Et enfin, donc, monsieur Axel, président de l'ATO. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, bienvenue à tous donc pour ce premier plateau qu'on va consacrer à l'actualité nationale et internationale. On va s'appuyer donc sur le dernier rapport annuel de SOS Homophobie, qui est donc publié chaque année au mois de mai, qui est établi à partir des faits répertoriés l'année précédente. Et il y a tout un focus sur la discrimination algorithmique, sur les discriminations en ligne, sur la haine en ligne, et aussi sur le complotisme en ligne, parlant d'un lobby arc-en-ciel entre 42 guillemets. Donc est-ce que la LGBTQI-phobie en ligne a pris le bas sur la LGBTQI-phobie de rue, ou alors est-ce que l'une alimente l'autre et vice-versa ? Je pense que un des facteurs de la LGBT-phobie en ligne, c'est que les homophobes, les transphobes, les agresseurs se sentent en sécurité cachés derrière leur écran et savent que malheureusement les crimes de haine, les cybercrimes de haine ne sont quasiment pas, n'amènent quasiment jamais à des dépôts de plainte. Et lorsque ça amène à des dépôts de plainte, il n'y a personne derrière, il n'y a pas de force de police pour enquêter, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de condamnation. Du coup, forcément, les agresseurs se sentent en sécurité, contrairement dans la rue où il y a, heureusement, de plus en plus un côté de honte d'être transphobe, de honte d'être homophobe, que ce n'est plus socialement acceptable. Et forcément, ce côté d'être caché derrière l'écran favorise les crimes en ligne beaucoup plus que dans la rue. Est-ce qu'il peut y avoir une réponse légale à ce genre de phénomène ? Au niveau légal, on est un petit peu, effectivement, nous, en tout cas en tant qu'avocats, assujettis à ce que les services de police, de gendarmerie, les parquets fassent le travail et puissent effectivement déterminer qui se cache derrière un ordinateur, un écran, et qui effectivement fait l'ensemble du harcèlement qui est couvert, caché.
Alors à aujourd'hui, effectivement, il est très compliqué pour beaucoup et tout un chacun de trouver qui se cache derrière. Lorsque cela arrive, puisque ça reste une infraction pénale, c'est du harcèlement, entre autres. Donc lorsque ces personnes-là sont retrouvées ou lorsqu'on arrive à placer des identités, ces gens-là sont bien évidemment attraits devant une juridiction. Le parquet s'en charge, les avocats sont là et les magistrats de plus en plus ont tendance quand même à la sévérité au niveau des sanctions. Mais je rejoins bien évidemment ce qui vient d'être dit. Il est très facile de se cacher derrière un ordinateur, derrière des réseaux sociaux. Nous avons tous à disposition un téléphone aujourd'hui et quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, on peut venir bien évidemment et en ayant une bonne conscience sociale extérieure lorsqu'on se présente à autrui, au sein de son intimité, avoir un comportement qui n'est pas forcément celui qui est présenté socialement parlant, extérieurement parlant. Alors effectivement, on combat ça également et on essaie, en tout cas à notre niveau, de toujours maintenir une pression sur nos parquets lorsque les clients viennent nous parler de ces événements. Et on peut basculer vers le monde du travail. Est-ce que vous avez donc répertorié donc ce genre d'événements, des discriminations donc de cet ordre-là dans le monde du travail, et quelles réponses vous vous efforcez d'y apporter? Bien évidemment, le monde du travail n'est pas hermétique aux LGBT-phobies. C'est un lieu du coup où malheureusement il se produit un bon nombre de discriminations liées au genre et à l'orientation. Donc bien évidemment, les organisations syndicales et la FSU œuvrent pour imposer du coup des réponses des entreprises et des administrations pour sanctionner sévèrement tout comportement qui du coup est pénalement répréhensible. Voilà, donc il faut qu'on avance encore plus pour permettre des lieux de travail inclusifs et protecteurs pour toutes et tous les travailleuses et travailleurs. Au niveau de l'UNSA, c'est exactement la même chose. On a à cœur de défendre tous les types de discrimination au sein du travail, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public. En termes de revendications, au niveau de l'UNSA, justement, on essaye de faire valoir que les personnes LGBT aient le droit de vivre leur orientation sexuelle et leur identité de genre comme elles l'entendent, sans discrimination aucune. Et on essaye justement d'instaurer des formations, des sensibilisations au niveau des militants et des militantes pour que dans le monde du travail, on puisse lutter contre ces discriminations. Alors, un plan d'action a été élaboré entre les applications de rencontres et la DILCRA, si vous en avez entendu parler, pour lutter contre les guet-apens, avec notamment la signature d'une charte et la surveillance des profils suspects. Comment vous avez accueilli cette initiative? Est-ce que mieux vaut tard que jamais ou un peu trop tard? Mieux vaut tard que jamais, évidemment. Après, il ne faut pas oublier... C'est une question qui est compliquée. Mieux vaut tard que jamais, effectivement, mais ça fait depuis très longtemps que les applications de rencontres se déresponsabilisent de ce qui se passe entre leurs utilisatrices. Et je pense que qu'il est surtout là le problème, qu'on devrait plus mettre l'accent sur, c'est leur responsabilité de se faire rencontrer des gens. Et ce n'est pas uniquement la responsabilité des personnes qui veulent juste exister, rencontrer des gens. Oui, juridiquement parlant également, je rejoins ce qui vient d'être dit. Effectivement, je pense que les plateformes devraient être beaucoup plus surveillées déjà, premièrement. Et lorsqu'effectivement des événements de la sorte apparaissent ou se présentent, être sanctionnés et répondre de leurs actes. Moi, j'estime effectivement qu'à partir du moment où nous sommes tous sur des réseaux, tous la faculté effectivement d'avoir des rencontres par le biais de plateformes, il est essentiel que ces plateformes signent à chaque fois d'ailleurs, un engagement en responsabilité propre, indiquant qu'effectivement elles font le nécessaire pour éviter effectivement les guet-apens et éviter les maltraitances qu'il y a, parce qu'en fait il y a une espèce d'alibi caché en disant nous plateformes on ne fait que mettre en lien des gens. Non, nous plateformes on est responsables bien évidemment puisqu'on a le mérite d'exister, donc on existe, on répond de ses actes. La militante Dora Muto a été condamnée pour ses propos transphobes lors de l'émission Quelle époque. Alors pour rappel, elle avait déclaré face à Mariko, donc qui est la première mère transgenre de France. Était mère, elle a démissionné suite à ces agressions. D'accord, bon voilà.
Mais du coup, oui, donc elle avait déclaré face à Marico que ce n'était pas une femme mère, mais un homme transféminin qui était face à elle. Elle a été condamnée, ça c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut compter sur le fait que ça fasse jurisprudence et que ça permette d'avancer un peu sur ces questions-là ? Sincèrement, je pense que c'est pour l'instant, en tout cas à mon petit niveau d'avocate toulousaine, je pense que ça reste pour l'instant un cas d'espèce, ce que j'appelle le cas d'espèce. Est-ce que nous ferons jurisprudence de ça et est-ce que nous avancerons avec ça ? Je serais quand même assez malhonnête de vous dire oui, il n'y a pas de souci, ça va rouler, dorénavant on va y aller. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a eu un contexte derrière. Il y a quelque chose qui fait qu'effectivement, on pousse peut-être à tendre à une sanction, une pénalisation de l'acte. Est-ce qu'on va le généraliser à tout un chacun et au commun des mortels ? Ça, j'en suis pas convaincue. Ce que nous voyons, en tout cas en tant que juristes en 2026, c'est un recul en fait. C'est un recul des droits, un recul petit à petit de certains acquis également. On est en train de grignoter certains acquis. On a gelé quand même depuis 2024 un grand nombre de dispositions qui devaient être prises. On a eu l'occasion l'année dernière de parler ici en 2025, effectivement, du gel qu'il y avait eu suite à la démission, en tout cas suite aux décisions qu'avait pris notre président de la République Macron, effectivement de dissoudre son Assemblée. Un grand nombre de textes qui étaient présents au Sénat et qui devaient être présentés à l'Assemblée n'ont pas pu être présentés. Aujourd'hui, on nous explique que ces textes-là ne seront pas plus présentés parce qu'on a des élections présidentielles en 2027. Sincèrement, on vit actuellement juridiquement, nous, sur des acquis de 2016. Je crois que quand même, à un moment donné, c'est bien, on fait la marche des fiertés, nous, ici, depuis 4 ans, c'est parfait. Ça fait 50 ans bientôt qu'on va fêter la marche des fiertés, parfait. On n'a pas beaucoup avancé juridiquement depuis 2016. Quelques avancées en 2022, quelques arrêts, un arrêt de Chambéry, etc. Quelques avancées en 2023. Depuis, c'est un statu quo total et un gel total de tout ce qui pourrait permettre effectivement d'avancer et d'ouvrir un petit peu en tolérance et en compréhension et appréhension d'une situation. Je pense que les gens ont plus souvent peur qu'autre chose ou ne comprennent pas. Par rapport à la construction dans le monde syndical, de la façon dont on peut travailler avec ses adhérents, avec, au-delà de ça d'ailleurs, en inter-entreprise, inter et intra d'ailleurs entreprise, est-ce que c'est le genre de choses qui permettent de s'appuyer un peu ou là aussi, honnêtement, ça reste anecdotique malheureusement ? Alors, c'est typiquement le genre d'événements sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Ça nous permet effectivement de pouvoir faire valoir qu'il y a eu un cas précédemment qui a pu être sanctionné, puisqu'on le rappelle, tout acte que ça soit pour de la transphobie ou les actes LGBTophobes en général. Nous, au niveau, par exemple, de l'UNSA, je sais que par rapport au respect des droits des personnes qui sont trans, on va lutter évidemment contre ça et on demande justement qu'il y ait une simplification des procédures, notamment au niveau des changements au niveau de l'état civil, par exemple. C'est un des exemples qu'on peut avoir. Et c'est justement quelque chose qu'on peut utiliser dans nos formations et dans nos actes de militantisme au quotidien par rapport à nos adhérents et nos adhérentes pour leur expliquer que ça avance, pas assez vite, que évidemment on aimerait que ça aille, que ça soit normal et que en gros tout le monde soit derrière ce type de revendication, mais ça reste encore difficile et il est évident que des cas comme ça sont plus isolés malheureusement que des avancées beaucoup plus rapides. J'aimerais aussi revenir sur quelque chose concernant la condamnation de Dora Muto, c'est que les injures dont elle a fait preuve sont contre une élue française, une personnalité de la vie politique. Ça me paraît compliqué d'appliquer cette jurisprudence à quelqu'un de la vie de tous les jours, à une citoyenne random, aléatoire. Ce procès a bénéficié d'énormément de visibilité qu'on n'a pas, d'énormément de privilèges qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qu'il faut retenir aussi. Si je peux rajouter, on a vécu tristement un meurtre du coup à Metz, qui est un meurtre homophobe, et on voit bien toute la difficulté de qualifier cet acte abominable d'homophobie. Et ça, on voit bien du coup la régression en cours du coup dans la société pour ne pas reconnaître ces actes-là.
c'est la lutte à mener pour maintenir du coup la lutte au quotidien pour que ce soit qualifié effectivement pour toutes et tous. Oui, et puis qualifié de crime de haine, parce que c'est ce que c'est. Bon, on va conclure avec un peu d'international, puisque dans 3 semaines, au moment où on se parle, il y a un événement notable en Europe. Donc Benjamin y faisait allusion dans son propos liminaire, donc du premier plateau. Cet événement notable en Europe, c'est la Marche des Fiertés à Budapest, puisque jusqu'à présent, les organisateurs étaient obligés de la déclarer comme un festival, entre guillemets, sous l'égide de la municipalité. Donc elle reprend donc officiellement son caractère militant, revendicatif et organisation propre. Votre sentiment là-dessus ? C'est excellent. C'est excellent. Après, à voir si ça ne va pas faire comme l'année dernière, où ça a été annulé à la dernière minute et où il a fallu la faire en mode sauvage, entre guillemets, sans autorisation, avec le risque de violence policière que ça implique. Mais effectivement, le fait de pouvoir la déclarer comme marche des fiertés, comme manifestation, c'est très encourageant. Alors effectivement, la Budapest Pride va être programmée le 27 juin. Elle a été autorisée suite à la chute d'Orban. Alors je ne ferai pas de politique, moi je suis avocat, donc je vais garder mon rôle aujourd'hui. Et les raisons pour lesquelles effectivement cette marche pourra avoir lieu. Il faut noter que les forces de l'ordre ont pu indiquer que cette marche pourra effectivement se dérouler dans des conditions habituelles et en sécure. Il y a cependant une question majeure, c'est l'avenir de la loi inspirée du modèle russe adopté en 2021 qui interdit toute promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Donc en avril 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a sévèrement condamné ce texte, estimant qu'il était contraire à l'identité même de l'Union, fragilisant donc considérablement son avenir. En attendant, ce n'est pas fait. Donc il va falloir bien évidemment surveiller cette marche, les conditions de déroulement de cette marche, et également l'implication politique et donc juridique de facto que cette marche aura. Donc pour nous, en tout cas juristes, Budapest 2026 concernant la protection de l'ensemble du mouvement porté par la Marche des Fiertés est perçu comme un signal d'espoir en Europe centrale, après des années de recul de l'ensemble des droits LGBT sous Orban. Donc ça va Alors, on a une avancée en 2026, Budapest, chute d'Orban, et ça vient contraster avec effectivement la situation française, où malgré un cadre juridique qui lui est plus favorable, on s'aperçoit que l'effectivité des droits en France régresse dans les faits. Bien évidemment que la Budapest Pride est une excellente nouvelle pour les droits sociaux de tout le monde. Il faut bien se rendre compte que l'international réactionnaire, du coup, pousse de plus en plus à interdire, à faire régresser les droits LGBT sur la planète. Et donc, il faut une mobilisation du coup citoyenne pour lutter du coup contre l'extrême droite partout où elle est, pour ne pas vivre ce qu'on a pu vivre à Budapest, ce que des citoyennes et citoyens vivent au quotidien, que ce soit en Russie, que ce soit au Sénégal, au Ghana. On voit bien que les actes, les lois, du coup, se multiplient contre les droits sociaux des personnes. Et donc, il faut une mobilisation mondiale pour qu'on puisse, du coup, obtenir l'égalité de toutes et tous, quel que soit son genre et son orientation sexuelle. J'ajouterais aussi que c'est une très bonne nouvelle que la Budapest Pride du coup s'appelle ainsi. Alors, c'est un combat aussi de savoir qu'on milite aussi à travers les mots, et les mots sont très importants, donc que ça s'appelle Budapest Pride est vraiment très important, et c'est un acte de militantisme. Comme on le disait toutes, il y a quand même une montée des régimes autoritaires au niveau international et illibéraux. On a quand même aussi une montée des mouvements intégristes et fondamentaux religieux qui font que ça attaque les droits des personnes qui sont LGBT dans le monde entier. On l'a dit tout à l'heure, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays, il y a une liste vraiment longue comme le bras, donc voilà. Et on est vraiment en termes de vocabulaire sur quelque chose qui est extrêmement important et qui justement sur lesquels s'appuyer pour continuer ces luttes et continuer à ce que les atteintes graves aux libertés fondamentales et aux droits des humains et des humaines soient respectées.
J'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'on parle beaucoup d'Afrique, d'Europe de l'Est, de régions qui sont traditionnellement homophobes, transphobes. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, qui était une époque, une égérie du progrès, de la liberté, qui base ses valeurs sur la liberté, l'Institut Lemkin pour la prévention des génocides le classe comme risque génocidaire élevé pour les personnes trans, ce pays. Les lois transphobes ont augmenté de 700% au cours des 2 dernières années. On est sur un mouvement qui est international et qui n'est pas limité aux pays souvent marginalisés. Ça inclut tous les pays qui sont en avant de la politique, qui font l'actualité mondiale, et ça, en particulier ce géant que sont les États-Unis, qui ne fait que reculer les droits des personnes trans et des personnes de tout le monde en fait, des personnes minorisées de manière générale, des femmes, des pauvres, des racisés, tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que c'est partout. Et ce n'est pas uniquement des pays qui sont connus, qui sont historiquement peu avancés sur ce sujet. Oui, alors juste pour rebondir, je suis effectivement... Enfin, juste, voilà. Je suis entièrement d'accord. Il y a quand même une banalisation des discours réac au niveau... mais même en France, hein, on le voit avec les discours notamment du Rassemblement national, qui sont vraiment immondes et qui passent maintenant comme étant des discours totalement OK et avec lesquels on ne va pas s'opposer, et c'est OK de dire ce qui se dit en ce moment. Et juste pour reprendre ce que disait Benjamin tout à l'heure, il faut faire extrêmement attention parce qu'avec la banalisation de ce type de réactions et de propos qui sont illégaux, on a quand même une remise en question des avancées qu'on avait jusque-là obtenues. Et c'est pas parce qu'on a des droits qui ont été acquis, qui sont acquis ad vitam aeternam, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Écoutez, on vous remercie pour vos interventions. On rappelle qu'on peut vous retrouver sur le village des organisations. Sur les stands, oui. Donc n'hésitez pas à rendre visite à nos invités pour poursuivre ces conversations. Et puis merci d'avoir été là. Et on va bientôt accueillir après une petite pause, on va accueillir notre deuxième plateau sur prévention et médico-social. Merci Clément. Merci. Eh bien voilà, toujours depuis le village associatif de la 31e Marche des Fiertés toulousaine, et on va attaquer notre deuxième séquence consacrée à la prévention et au médico-social. Donc avec nous, on a beaucoup de monde autour de la table. Hein, voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, voilà, j'ai pas encore le réflexe, excusez-moi. Donc directement à ma gauche, on a les représentants donc, de l'ARPAD et de l'Action sur ICAT. Voilà, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, Nathanaël avec nous de la MDEJ. Bonjour. Voilà, l'association Contact aussi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Et enfin, Nadja, donc, du Sésame, donc, le centre de ressources d'ENIPS. Voilà, merci. Bonjour. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci d'être venu. Alors, on va attaquer avec une petite question d'actualité. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là l'année dernière, mais on s'était quitté sur une question parce que la Haute Autorité de Santé, en 2025, avait publié des recommandations destinées à former le corps médical aux questions touchant donc aux personnes LGBT et donc aux risques psychosociaux. Est-ce que, un an après, est-ce que vous diriez qu'on en voit des résultats concrets ou sous une forme ou sous une autre ? Bon, alors moi je dirais que l'évolution est plutôt positive, surtout par rapport aux institutionnels. Nous, on a beaucoup avancé avec le conseil départemental, les mairies. Là, on travaille avec le corps judiciaire pour faciliter les plaintes et qu'il y ait des référents et référentes LGBT+, aussi dans les commissariats. Donc je crois qu'il y a quand même une prise de conscience. Après, ce qui manque, c'est la méthodologie. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi de se rencontrer, de construire les modules de sensibilisation, de solliciter aussi tous les acteurs et actrices communautaires pour que tout le monde puisse amener aussi son savoir expérientiel. Donc je crois qu'il faut juste laisser un peu de temps, mais moi je vois quand même qu'il y a une dynamique et un écho, une résonance quand même positive. Nous, du coup, en tant que dispositif de prévention en santé mentale, l'idée, c'est notamment à travers du guide de ressources que l'on distribue à tous les jeunes 15-25 ans qu'on va rencontrer en maraude, en allant directement vers eux. Donc, on a une approche populationnelle assez générale. L'idée, c'est de repérer justement les structures qui peuvent être ressources, qui vont être sensibilisées, qui vont être formées et pouvoir avoir un accueil, comme disent du coup les jeunes qu'on rencontre, un peu safe,
parce que nous, il y a la question du psychologue safe, en fait. Voilà, le psychologue qui va pas ramener, qui va prendre en compte le stress minoritaire, notamment, des choses comme ça, qui va être dans l'accueil, qui va pas être dans la pathologisation. Et que les jeunes du coup LGBT+ puissent se sentir en sécurité et à l'aise de pouvoir avoir un suivi notamment psychologique. Donc nous, on va pouvoir transmettre nos messages de prévention habituels et en même temps orienter vers des ressources partenaires qui pour nous sont pertinentes. MDJ ou Contact Alors moi j'ai pas d'infos sur les retombées du rapport de la Haute Autorité de Santé, donc je dis pas qu'il n'y a pas eu de retombées, mais en tout cas moi je les ai pas vues. Mais par contre j'ai connaissance de beaucoup d'associations qui proposent des formations sur ces thématiques-là, notamment sur l'accueil, sur le vocabulaire, sur comment prendre en charge les spécificités des publics LGBT. Nous d'ailleurs j'en profite pour faire la pub parce que nous on va en proposer une l'an prochain en partenariat avec le Sésame. Et donc voilà, ces formations-là elles existent. Et après, ça va plutôt être sur des questions de financement, sur qui peut en bénéficier, mais il y en a en tout cas. Côté association Contact, on avait déjà des sollicitations pour quelques formations de professionnels, alors éducatifs, éducation des lycées agricoles, et il y a quelques demandes aussi au niveau personnel médical. Donc nous, notre spécificité en tant que bénévole, c'est d'apporter nos témoignages aussi pour amener un peu plus de concret et comment accueillir les parents, notamment, et les personnes concernées. Et donc, du coup, par rapport à ces retombées plus ou moins concrètes que vous avez pu nous témoigner, est-ce que les accompagnements que proposent vos différentes structures ont dû s'adapter à un certain contexte cette dernière année, ou est-ce qu'il n'y en a pas eu besoin, et si oui, lequel ? Est-ce que le contexte a évolué d'accueil, d'accompagnement, de prise en charge, en mieux, en moins bien ? On a dû s'adapter effectivement parce que la problématique, surtout, enfin, moi que je repère et qui s'amplifie ces dernières années, c'est le manque de moyens qu'on donne aux associations. Et du coup, au sein du Sésame, de l'association ENIPS, on est financé par l'Agence régionale de santé et on se retrouve quand même à récupérer énormément de personnes sur les droits sociaux, alors que ce n'est pas notre spécificité. Donc je crois que quand même c'est important de dire qu'il y a beaucoup d'associations qui ont eu des financements qui ont baissé et du coup qui se retrouvent en difficulté pour accomplir leur mission. Donc je crois que ça c'est quelque chose quand même de très important. Moi, ce que j'observe aussi, c'est que l'accompagnement des personnes, elle dépend énormément d'initiatives personnelles, de personnes qui vont sur leur temps libre essayer de faire du partenariat, du réseau, de connaître d'autres associations, de se renseigner, de faire des formations parfois sur leur propre fonds. Et donc, s'il y a une évolution, en tout cas, j'en vois une ici. Globalement, d'ailleurs, est-ce que vous avez est-ce que vous constatez de plus en plus de personnes qui subissent du harcèlement ? Ça a l'air de plutôt être le sens des chiffres à l'heure actuelle. Mais est-ce que vous le constatez régulièrement, et comment vos structures peuvent faire face à ça ? Alors pas sur du harcèlement spécifique aux personnes LGBT, mais sur du harcèlement en général. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a plus ou moins de harcèlement. Par contre, on sait mieux le repérer, mieux l'identifier et mieux le prendre en charge. Ça, je pense que notamment le conseil départemental a fait beaucoup d'actions sur la question, et je pense pouvoir dire que les équipes sont mieux formées, que les enfants eux-mêmes sont mieux sensibilisés. Et donc moi je vois une amélioration en tout cas sur ce plan-là. Du coup moi je suis Sarah, je suis en service civique au sein de Action sur ICAT. Donc c'est nous qui sommes formés et qui allons faire des maraudes. Le but c'est vraiment la question de pair à pair, donc d'être des jeunes et de parler avec des jeunes pour avoir cette question d'équité, d'égalité au niveau de l'âge. Et pour la question de harcèlement, je pense qu'on a eu beaucoup de témoignages de jeunes qui ont subi du harcèlement, ce qui impacte vraiment leur santé mentale. Je pense qu'effectivement, c'est plus facile de le repérer. Enfin, c'est plus facile maintenant de peut-être le repérer, mais je constate quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à se faire aider, bien qu'ils en parlent en fait. Où il y a des jeunes qui vont effectivement en parler à quelqu'un qu'ils pensent safe, mais il y a beaucoup de témoignages de jeunes qui galèrent en fait parce que on les prend pas au sérieux ou on les écoute pas encore. Ou par exemple, je pense aux écoles, les infirmières scolaires, elles sont peut-être présentes une fois ou deux dans la semaine, ce qui parfois peut être insuffisant, surtout quand ça peut être des questions plus urgentes. Voilà, donc je pense que ça c'est quelque chose qui devrait aussi changer à ce niveau-là.
Je pense qu'on peut dire aussi que pour les enfants et les jeunes LGBT, il y a plus de freins que les autres à s'adresser aux institutions ou à en parler, parce que des fois, c'est des personnes qui n'ont pas fait de coming out ou qui ont peur de subir des discriminations si elles s'adressent à des institutions, si elles déposent plainte ou autre. Et donc peut-être que pour ces publics-là, il y a plus de freins et moins de repérage. Exactement, il y a peut-être moins de jeunes qui savent qu'en fait il existe des dispositifs aussi qui sont anonymes par exemple, parce que tout de suite si on leur dit vous pouvez parler par exemple à votre infirmière scolaire, ils vont peut-être se dire ils vont en parler à la vie scolaire, qu'ils vont en parler à mes parents, et effectivement pour des jeunes de la communauté LGBT c'est plus difficile quand ils n'ont pas encore fait leur coming out ou qu'ils l'ont fait mais que c'est plus délicat au sein de leur entourage. Après, le harcèlement, il n'est pas qu'à l'école, il est au travail, en ligne. Les personnes LGBT+, il faut savoir qu'elles vivent des discriminations intersectionnelles. Si on traite que le harcèlement isolément des autres violences de rue et tout ça, le stress post-traumatique va continuer à se développer. Donc aujourd'hui, c'est au moins 8 personnes sur 10, voire 10 personnes sur 10 qui ont déjà vécu une situation d'oppression, de violence verbale, physique, sexuelle. Donc c'est quand même, il faut le voir de manière globale, pas juste sur le harcèlement. Alors, vous parlez du fait que vous arrivez à repérer plus facilement donc, ces faits-là, donc ce harcèlement. Mais est-ce que le fait de le repérer plus facilement permet de le réparer plus facilement ? Vous excuserez le jeu de mots. En fait, sur la question du harcèlement, c'est une forme de violence spécifique qui peut avoir des conséquences graves assez rapidement. Sur du moyen terme, il y a déjà des conséquences qui peuvent être assez graves. Et donc le fait de pouvoir le repérer plus facilement, ça permet d'agir plus rapidement et d'essayer de réduire les conséquences graves qui peuvent apparaître plus tard. Globalement, si le harcèlement il est pris en charge suffisamment tôt, les conséquences plus tard elles vont être assez minimes et il n'y aura pas grand-chose à réparer, si je peux dire comme ça. Donc c'est pas l'idée, c'est ça l'idée, c'est pas forcément de réparer, mais c'est éviter qu'il y ait quelque chose à réparer. Mais totalement, je te rejoins totalement sur la question globalement de la santé mentale sur laquelle on est. Le fait est qu'on soit un dispositif de prévention, c'est d'être là le plus en amont possible des problèmes de santé mentale, en partant du principe que la santé mentale c'est quelque chose qu'on cultive, aussi quelque chose de positif, et c'est pas que l'aspect problème psychiatrique. Nous, on essaye de se décaler de ça. On a encore beaucoup de jeunes où ça leur parle pas en fait trop encore, ça existe encore aussi chez les jeunes, et après on en a d'autres qui ont des niveaux de sensibilisation beaucoup plus élevés, et nous on le voit, on a tous les profils, on a des personnes qui aussi vont nous déposer des choses de leur parcours. Nous on est là pour avoir une première écoute, une orientation, et en fait lutter aussi contre le non-recours. En fait, le fait est qu'il puisse y avoir des besoins, mais que notre public, du coup les jeunes de 15-25 ans, ont certains freins qui vont faire qu'ils ne vont pas aller vers le soin éventuellement, ou vers d'autres types de ressources qui pourraient pourtant aider à ce moment-là. Donc oui, repérer peut aider, je rejoins. Si je peux revenir sur la prévention, de notre côté, par nos interventions en milieu scolaire, je pense qu'on intervient à la demande soit de l'établissement s'il y a eu constatation d'harcèlement, ou même de parents, de familles qui viennent vers nous en nous disant mon enfant n'est pas bien accueilli, mon enfant LGBT n'est pas bien accueilli dans sa classe, et là on demande à l'établissement de pouvoir intervenir, et pareil, avec des personnes formées en santé mentale et nos témoignages de bénévoles, justement d'apporter du concret et de lutter contre ce harcèlement. Écoutez, on va clôturer ce deuxième plateau. On vous remercie déjà d'être intervenu. Est-ce qu'on peut rappeler aux personnes qui nous écoutent sur quel stand et sur quelle structure on peut vous retrouver pour ceux qui nous retrouveraient plus tard d'ailleurs en ligne, où est-ce qu'ils peuvent venir vous chercher ? Alors nous, Action sur ICAT, on est sur le stand numéro 14, celui juste à droite à l'entrée. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Action sur ICAT, tout collé en minuscule, où on poste régulièrement des posts de prévention sur divers sujets. En ce moment, on va plus être ciblé sur
la santé mentale des personnes LGBT, puisque c'est le mois des fiertés, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont tout aussi pertinents. Sinon, vous pouvez nous retrouver dans les maraudes. On est souvent à la Dorade l'après-midi, en général de 15 à 18 heures. Et à la rentrée, on sera présent sur les campus universitaires de toutes les universités de Toulouse. Donc nous, c'est la Maison des droits des enfants et des jeunes, MDEJ. On est au stand 13, on est juste à côté d'Action sur UCAT. Et vous pouvez aussi nous trouver sur notre site internet. Donc si vous tapez Maison des droits des enfants et des jeunes, vous nous trouvez et vous pouvez voir nos actions. De notre côté, donc contact Occitanie, donc assocontact.org 31. Et donc une adresse mail exactement, et vous trouverez toutes les informations sur le site, et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour avoir toutes les dates de nos actions, groupes d'écoute et de parole, ciné-débat, etc. Donc nous, vous pouvez nous retrouver à côté du 3114, le numéro national des risques suicidaires, parce que cette année, on a voulu vraiment se rapprocher de cette structure qui est indispensable. Et sinon, on est sur les réseaux sociaux et sur le site officiel d'ENIPS. Voilà. Merci. Merci à vous pour votre participation et on vous souhaite une très très belle journée et une belle marche des fiertés. Merci. Merci à vous aussi. Merci à Merci. tous. Eh bien, nous sommes toujours là depuis le village associatif de la 31e marche des fiertés toulousaine et on va attaquer notre troisième et dernière séquence consacrée à la fierté au-delà des métropoles parce que oui, braves gens, les marches des fiertés, c'est pas qu'à Toulouse et à Montpellier, c'est aussi dans les agglomérations, les villes, on va dire les villes moyennes, voilà, voire même les agglomérations rurales. Donc, braves gens, on a avec nous l'association Accept. Qui peut nous dire bonjour? Bonjour. L'association Accept qui fait un travail formidable du côté du Comminges, en organisant notamment une marche des fiertés à Saint-Gaudens. Alors, c'est pas tout à fait une marche des fiertés, c'est la journée des fiertés qui se déroule le 27 juin au lac de Cède. Donc, c'est un village associatif et c'est aussi le deuxième salon du livre LGBT. Où nous recevons une dizaine d'auteurs et des éditions de livres, hein, des maisons d'édition. Donc voilà, on est contents, ravis. Et la soirée, il y aura une soirée drag queen avec Shana Banana qui va venir donc dans le Comminges. C'est une grande fierté parce que des drag queens dans le Comminges, franchement, il y en a certains, ils n'ont jamais vu. Eh ben ça va, vous voyez, on en est sûr. Alors on a deux autres invités qui nous viennent directement du Tarn-et-Garonne, voilà, qui viennent en voisin. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Nous avons d'un côté Pride 82, voilà, c'est marqué dessus. Pride 82 qui organise la semaine prochaine, à une semaine là au moment où on se parle, la première marche des fiertés à Montauban. Tout à fait, le 13 juin prochain, donc à partir de 14h, on aura un village associatif sur Montauban et à 16h, du coup, le début de la marche. Voilà, et juste à côté, Fierté 82, c'est pareil, mais c'est un centre de ressources. Oui, centre de ressources LGBT de Tarn-et-Garonne, et on est né l'année dernière, en même temps à peu près que Pride 82. Donc il y a ces deux associations qui sont nées dans le département à peu près au même moment. Voilà, comme on disait dans les années 80, les New Kids on the Block, comme on dit. Voilà. Ben, du coup, au travers de vos présentations, de vos diverses actions, on peut dire que désormais, la fierté, c'est pas qu'une affaire de grande ville, quoi. Ah, pas du tout. Il y a une nécessité pour les jeunes qui se trouvent en milieu rural de pouvoir avoir un lieu d'accueil, un lieu d'écoute, puisqu'à Saint-Gaudens, on a la Maison de la Diversité, hein, qui est un centre de ressources aussi, où ils sont accueillis, où on accueille aussi les familles, hein, parce qu'il y a aussi des interrogations. Quand on est parent, on n'a pas forcément la perspective de dire qu'on a un enfant LGBT. Donc aussi, ça peut poser un problème de réflexion. Donc on les accueille, on accueille aussi des professionnels qui se posent des questions aussi sur les LGBT-phobies. Donc voilà, un milieu rural et professionnel, parce que dans les campagnes, il y a aussi des entreprises et des salariés qui sont LGBT. Et alors oui, tout à fait, c'est sûr aussi à Montauban, même dans le Tarn-et-Garonne,
au moment où l'association Pride 82 a été créée, on a ressenti en fait un engouement. En fait, on a vu que très rapidement, de nombreux adhérents ont rejoint l'association. Et on s'est dit, il y a un réel besoin aussi de proposer des choses, des activités inclusives, des événements inclusifs. Et en fait, on le voit à chaque événement, voilà, on remporte un fort succès. Donc c'est top. Et en tout cas, c'est ce qu'on le souhaite en tout cas. Et pour le centre de ressources, nous on accueille des personnes qui avant ça s'orientaient sur Toulouse ou ne s'orientaient nulle part. Et déjà, il faut savoir qu'on est basé sur Montauban, mais que Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, ça peut être à 1h30 de certains lieux de vie. Et donc la nécessité, c'est à la fois d'être dans les villes moyennes et aussi d'avoir la possibilité de se développer au-delà de la préfecture en fait. Voilà. Et ça, c'est dans les choses à venir, de proposer des choses itinérantes pour aller vers les publics, parce qu'il y a cette fausse idée de se dire qu'il y a des personnes LGBT plus dans les villes que dans des campagnes. Et ça, c'est faux. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de réponse institutionnelle par contre, ça c'est vrai. Et donc, effectivement, on voit cette nécessité et donc on voit ces premières organisations des Journées des Fiertés, de la première marche des Fiertés dans des milieux plus ruraux. Et est-ce que c'est le fruit d'un long travail ? Est-ce que les relais sont plus compliqués à mettre en place ou au contraire, est-ce que le fait d'être sur des endroits plus ruraux, la solidarité et l'engagement se font plus facilement à vos côtés ? Comment ça s'est passé cette année d'organisation finalement ? Moi, en tout cas pour le centre de ressources, quand on a eu cette idée-là de monter ce centre de ressources, d'abord on est allé voir comment ça se passe ailleurs. Et donc du coup, évidemment, on est allé voir la Maison des Diversités à Saint-Gaudens. Donc c'est-à-dire qu'on s'appuie aussi sur ce qui est fait à côté, sur ce qui fonctionne et pour faire le réseau. Et de la même façon en Tarn-et-Garonne, il y avait déjà des associations qui avaient des activités envers les publics LGBT comme Queer Quercy, anciennement Good As You. De la même façon, ça a été aussi beaucoup plus facile de créer des événements en s'appuyant sur ce qui avait été fait, les personnes encore présentes aujourd'hui et qui militent au sein de ces assos. Il y a aussi une association qui s'appelle Fiers et Révolutionnaires. Donc en fait, on est obligé à la fois de faire réseau, de s'appuyer sur l'existant et de proposer quelque chose qui correspond à la demande d'aujourd'hui, quoi. Et par rapport à l'organisation du coup de cette première marche, c'est vrai que donc en 2026 on a choisi l'année des élections, donc ça n'a pas facilité la tâche avec le changement du coup de mandat, de personnalité politique, etc. Donc c'est vrai qu'au début on était peut-être un peu inquiet sur savoir si on va pouvoir vraiment mener à bout l'organisation, et au final après le changement du coup du maire, en tout cas à Montauban, on a pu dérouler avec les services l'organisation, et voilà, ça s'est très bien passé, et sur ce point de vue-là, pas de souci. Donc il y a un bel échange qui se fait en fait avec les équipes municipales dans ce genre de situation. On le voit par rapport à vos structures, mais quel est le message du coup que vous passeriez aux personnes qui militent dans les zones rurales sur le travail à mettre en place, sur comment tout ça s'organise, comment faire ? C'est une grosse mission là, attention. Déjà, c'est de réfléchir au fait qu'il y a des personnes LGBT partout. Et donc, où est-ce qu'elles sont et comment elles peuvent déjà s'organiser. Et puis, il y a aussi des structures qui existent déjà et qui font des choses peut-être. Donc nous, au fur et à mesure qu'on se développe, on apprend que des choses existent dans le département. Donc nous aussi, on passe aussi par cette découverte-là, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que les luttes LGBT s'effacent des discours, s'effacent des mémoires. Et nous, quand on regarde ce qu'on fait aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y avait des choses qui avaient été faites avant et on n'y pense plus. Et c'est comme si on venait de naître de rien, alors qu'en fait, non. Et donc, c'est peut-être aussi aller chercher cette histoire qui s'est déjà passée dans les territoires. Et puis après, pour moi, la solution, c'est de travailler en réseau, vraiment. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouche à oreille quand on fait un événement. Les personnes qui participent à cet événement vont dire tiens, moi j'étais dans telle association auparavant. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas forcément connaissance de toutes les assos qui peuvent exister, aussi bien dans les départements ou dans les départements limitrophes. Et en fait, petit à petit, le réseau se crée. Et ça aide en fait après, si on veut construire des événements un peu plus importants, un peu plus gros,
pour toucher en fait un maximum de monde autour. C'est la mobilisation de départ, la reconnaissance en fait des partenaires potentiels qui demandent ce travail effectivement de longue haleine, c'est ça ? Vu mon grand âge, je ne l'ai pas tout entendu. Je disais au niveau de la mobilisation, c'est le fait de finalement se reconnaître, faire savoir qu'on est là, qui peut être problématique dans des zones rurales, beaucoup plus difficile évidemment que dans les métropoles où il y a des lieux identifiés, etc. Et comment ça se passe dans ce genre de cas, quoi ? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est toujours très difficile en milieu rural parce qu'il y a la peur d'être reconnu comme tel. Peur aussi d'aller, quand on est victime de violence ou de harcèlement, d'aller porter plainte à un commissariat d'une petite agglomération, parce qu'on a toujours peur de rencontrer son voisin, qui lui est venu porter plainte parce qu'on lui a volé 4 poules. Donc c'est assez difficile. Après, nous, sur Saint-Gaudens, ça fait 7 ans qu'on est là. C'est vrai que ça a été difficile au début de convaincre les politiques de la ville. Après, c'est une question de crédibilité. On est là tout le temps, tous les jours. Pas que sur une journée festive et des fiertés. Et je pense que quand on a cette crédibilité-là, les politiques sont aidants. Enfin, pour nous, ça a été notre cas. Et on les remercie parce que ça nous permet d'être là, d'être présents et d'aider les personnes qui en ont besoin, et notamment les jeunes. On va vous demander si vous avez un dernier message. Si, moi j'ai une question quand même. Est-ce que pour les personnes des départements ruraux qui pour l'instant sont encore en difficulté pour s'organiser, est-ce qu'on peut lancer un appel pour qu'ils vous contactent et rappeler comment ils peuvent vous trouver ? Parce que c'est important d'avoir des ressources et des solidarités interrégionales, interdépartementales dans ce genre de situation. Oui, carrément. On peut contacter l'association Fierté 82 pour ce qui nous concerne. Donc on a un stand avec des petits flyers à distribuer. Et puis, comme nous on a fait, d'aller glaner ce qui se passe ailleurs et d'aller regarder, accepter le centre de ressources de Saint-Gaudens, se renseigner sur la maison des diversités à Toulouse, etc. En tout cas faire réseau, et nous on veut bien faire partie de ce réseau pour permettre à d'autres personnes d'initier des choses comme ça dans leur territoire. Pour Pride 82, donc on est sur les réseaux en effet, sur Facebook en tapant Pride 82 et après sur Instagram pride82.asso. Et après en dernier message en tout cas pour Pride, pour l'organisation de la semaine prochaine, la première marche, c'est surtout venez nombreux, on compte sur vous et c'est surtout aussi le week-end du train à 1 €. Donc profitez-en pour venir sur Montauban. Bien joué ça. Et pour contacter Accept, il faut savoir qu'on a une ligne d'écoute et d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc au 06 15 03 76 95. On est bien sûr sur les réseaux, Insta et Facebook. Donc voilà, on est là aussi et surtout pour vous écouter. Écoutez, merci pour votre participation. On va vous dire au revoir. Merci d'être venu. On va également dire au revoir pour cette année au village des associations. On tient à remercier Pride de nous avoir demandé d'être là une année de plus et de nous faire confiance une année supplémentaire. Merci à vous. On est très très fiers d'être à vos côtés. On tient également à remercier Radio Montpaïs, notre partenaire pour cette émission, sur laquelle vous pourrez nous écouter le dernier mardi du mois. Et enfin, on remercie également la région Occitanie, grâce à laquelle cette émission peut perdurer. Merci à tous, à bientôt. Et bonne marche.